Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon. Et il est l'heure de recevoir notre invité de la matinale, nouvel horaire, je vous le rappelle, amis auditeurs, on est même presque un petit peu en avance ce matin, une fois n'est pas coutume. C'est Paul Le Garnic qui est adjoint au maire de Pontivy, il est également conseiller communautaire, je pourrais même donner ses titres puisqu'il est en charge de l'attractivité économique, la tranquillité publique, la sécurité, les affaires générales, et donc conseiller communautaire, je le disais, il est invité de notre matinale ce matin. Bonjour Paul Le Garnic. Bonjour Stéphane. Alors Paul Le Garnic, une grosse actualité en ce moment, actualité politique, actualité sociale aussi, l'inflation, l'augmentation des prix de l'électricité, beaucoup de choses qui préoccupent les Français, qui préoccupent les Bretons, qui préoccupent aussi les habitants de Pontivy. Alors comment vous faites face ? Eh bien, oui, l'inflation est dans toutes les conversations, hein, les gens qui font leurs courses, comment dirais-je, aussi les administrés auprès de la ville. Alors, c'est un peu embêtant parce que, le problème est là. Simplement, les mairies, nous, ont subi des problèmes. On n'a pas forcément les solutions. Hein. Aujourd'hui, l'inflation, elle a été causée par des désordres monétaires et une mauvaise politique de l'énergie qui est quand même au niveau national, voire même probablement plus au niveau continental, au niveau de l'Europe. Et nous, on se retrouve un peu à devoir payer les pots cassés comme les autres. Et donc, voilà, on est un peu en bout de chaîne là-dessus. Alors, augmentation des prix d'électricité, ça veut dire augmentation aussi des frais généraux, des frais de fonctionnement pour une mairie. Qu'est-ce qu'on fait ? On éteint la lumière, on essaie de réduire un petit peu, alors j'allais dire le chauffage non, parce qu'à cette saison-ci, et encore avec l'été qui se poursuit, là ça va, on peut encore gagner un petit peu de kilowatts, mais comment ça se passe en réalité ? Alors, les collectivités locales, donc mairies, communautés de communes, les départements aussi ou les régions, mais c'est déjà plus grand, c'est un peu sont de petites entreprises, hein, c'est un peu comme des PME, donc effectivement il y a des frais de personnel, il y a des coûts de l'énergie à maîtriser, donc il y a un gros travail au niveau de Pontivy qui a été fait, mais qui était déjà commencé, donc qui a été fait par Alexandra Leny, donc adjointe aux travaux, sur la partie énergie, donc l'éclairage public. On avait déjà anticipé, nous, depuis en fait 2014, de changer sur la partie énergie toutes les chaudières des écoles, d'accord ? On a eu un gros travail là-dessus parce que le travail n'avait pas été fait auparavant. Donc on a réalisé de grosses économies d'énergie, on va dire un peu par anticipation. Aujourd'hui, on est en train de travailler, c'est quasiment fini pour revoir non pas le matériel d'éclairage urbain, mais les horaires. Hein. Donc on en a parlé beaucoup avec la police et la gendarmerie pour que ça pose pas de problème, et donc on va recaler ça pour avoir une amplitude horaire d'éclairage moins importante, comme ça a été fait à Vannes, comme ça a été fait à Saint-Brieuc près d'ici, et ça n'a pas posé plus de problèmes. Donc voilà. On subit, on va dire, en tant qu'employeur et qu'organisation ces problèmes-là, mais ça reste quand même beaucoup moins douloureux que pour les entreprises ou les familles, tout simplement, puisqu'il y a quand même des systèmes d'amortissement, et puis c'est pas directement l'argent qu'on investit, nous, en fait. Hein. Alors, les familles subissent justement cette inflation de plein fouet, les plus précaires la subissent aussi. On l'a lu dans la presse, ceux qui viennent en aide à ces familles qui ont des difficultés, à savoir les restos du cœur, mais d'autres associations aussi, puisqu'on a entendu la Croix-Rouge nous dire, tirer la sonnette d'alarme en disant voilà, attention, on va manquer de moyens, on ne va pas y arriver, on ne va pas pouvoir satisfaire tout le monde. Quelle est la précarité à Pontivy ? Est-ce qu'il y a beaucoup de précarité ? Est-ce que les associations arrivent à faire face ? Bon, je pense qu'à Pontivy, il y a de la pauvreté à peu près partout, du moins de la même façon que partout ailleurs. Donc le travail est fait par le CCAS, le Centre communal d'action sociale, donc qui dépend des villes, même si c'est indépendant, et aussi par les associations. Donc nous, il y a la Maison pour tous à Pontivy, qui est un lieu où plusieurs associations sont rassemblées. Donc on a Accueil et Partage, l'Épicerie Solidaire, le Secours catholique, le Secours populaire, enfin tout le monde y est représenté. Donc voilà, c'est un partenariat entre la puissance publique, donc le CCAS et les associations, et donc effectivement ils notent qu'ils ont plus de bénéficiaires qu'auparavant, donc c'est un travail qui est important, mais vu le nombre d'associations, finalement ils arrivent à se répartir un peu ce qu'il y a à faire. Ça vous inquiète, cette précarité qui monte en France ? Alors là je parle aux citoyens, je parle à l'élu également. Eh bien, moi, ce qui m'inquiète, c'est l'appauvrissement, on va dire, relatif de la France. C'est-à-dire que quand on regarde par rapport à, il y a 30 ou 40 ans, le niveau que la France pouvait avoir comparé avec des grands pays
du genre l'Amérique du Nord, la Suisse, l'Allemagne, enfin voilà, il y a un décrochage depuis, je pense, les années 80, et donc on se retrouve avec un pays qui est globalement, alors je vais pas dire de plus en plus pauvre, parce qu'on s'appauvrit pas réellement, mais en tout cas qui relativement est moins riche qu'il devrait l'être comparé à des puissances similaires. Donc c'est assez inquiétant. On s'enfonce un peu pour moi dans le marasme et l'étatisme, enfin, et c'est pas comme ça qu'on va vraiment s'en sortir. C'est un fait de la politique actuelle ou c'est quelque chose qu'on traîne un peu comme un boulet depuis des années finalement? Ah oui, non, c'est pas. Il faut pas créer un rose sur le bonnet non plus par rapport aux gouvernances actuelles. Hein. Je vous dis, c'est une pente glissante, je pense, depuis 40 ans. Il y a beaucoup de gens qui le disent. C'est pas spécialement exceptionnel d'en parler. Pour moi, en France, le problème, c'est l'étatisme. On arrive à 60% de présence de l'État dans l'économie. C'est vraiment, je pense, inédit au monde. Hein. On doit être les premiers avec peut-être les Danois, relativement. Et donc, effectivement, quand l'État, le système étatico-politico-fiscal prélève 60% de ce que vous gagnez, il suffit de regarder dans le bas d'une fiche de paye la différence entre le super brut et ce qui vous reste, ça peut pas tourner, quoi. Donc aujourd'hui, je pense que l'important, c'est de réduire drastiquement la place de l'État et de façon à laisser aux gens leur argent finalement. Bon. Et c'est parce qu'on fait beaucoup de discussions et de discours sur le fait que les élus, la politique doit aider le pouvoir d'achat. La première chose à faire, c'est déjà de prendre moins d'argent aux gens. Hein. Voilà. La chose la plus importante à faire et la plus urgente. On entend pourtant de ci de là beaucoup de voix qui disent voilà, faudrait nationaliser, il faudrait mettre un peu plus d'État, par exemple dans les transports, par exemple aussi dans l'énergie, on en parlait à l'instant. Donc il y a une forme j'aime pas tellement employer ce terme, mais de schizophrénie là finalement. Alors les deux exemples que vous citez sont intéressants puisque je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus étatisé en France que peut-être le transport et l'énergie précisément. Donc je vois pas vraiment dans quelle mesure on pourrait aller beaucoup plus loin. Je sais pas, je note qu'à Pontivy tout de même, la gare de Pontivy, d'accord, la gare de Pontivy était construite par une société privée à l'époque, au 19e siècle, et ainsi que les chemins de fer. Accompagné des chemins de fer de l'Ouest. Hein, si c'était la Paris-Orléans. Paris-Orléans, c'était Orléans, oui. Et donc voilà, et finalement, c'est la nationalisation et ensuite la gestion par l'État qui aujourd'hui conduit à une situation où les petites lignes sont abandonnées. Et le seul trafic qu'il reste à Pontivy, qui est la deuxième gare de fret de Bretagne, c'est un trafic de fret qui est administré par les entreprises privées. Donc j'ai pas l'impression que l'étatisation des transports soit spécialement ce qui va nous sauver. Et pareil pour l'énergie. Donc, alors que le système nucléaire, qui a été mis en place par l'État, fonctionnait bien, aujourd'hui, ce sont les politiques énergétiques qui nous ont conduit droit au mur où nous sommes, où nous sommes actuellement, concernant la volonté de mettre des sources d'énergie qui sont bien moins rentables et bien moins utiles que le nucléaire, et aussi le système administratif, de l'Union européenne avec le marché de l'énergie auquel nous avons adhéré et qui, force EDF à se tirer une balle dans le pied. Donc aujourd'hui, je pense que l'État est plus le problème que la solution dans ces deux domaines-là. Faut revoir justement, on a parlé tout à l'heure des coûts de l'énergie, il faut revoir l'indexation par exemple du prix d'électricité sur le prix du gaz, il faut décorréler ce système, il faut l'abandonner, le changer. Sur l'électricité, donc le constat, c'est une augmentation drastique. J'étais au téléphone tout à l'heure avec un ami qui est entrepreneur, une entreprise en Bretagne intérieure. Entre il y a 3 ans et maintenant, il est à 500% d'augmentation de sa facture. Bon, pour les entreprises qui consomment beaucoup d'énergie. Donc ça n'est pas acceptable. Il y a 2 problèmes. Problème technologique, c'est-à-dire que l'État, et je dis l'État, c'est pas spécialement ceux de maintenant, c'est surtout sous François Hollande et ça a continué ensuite, a misé sur des technologies qui sont très chères et peu efficaces, comme l'éolien, comparativement au nucléaire ou aux usines marémotrices qu'on a déjà en Bretagne, qui là fonctionnent. Voilà. Donc problème technologique, on n'a pas pris les bons chemins, on a sabordé un outil qui existe. Deuxième problème administratif, donc tout ce système européen de calcul de prix qui est très compliqué, où on explique que c'est pour remettre de la concurrence, alors que pour moi la concurrence c'est un marché, c'est l'offre et la demande, et aujourd'hui c'est un échange de prix qui est suradministré, donc il n'y a pas de concurrence sur le marché de l'électricité. Donc on règle pas un problème d'étatisme par encore plus d'étatisme, donc je pense qu'il faut complètement tout revoir. C'est plus facile à dire qu'à faire sans doute, mais il y a des pays européens, notamment en Espagne, qui ont réussi à le faire, et on ne doit pas être beaucoup plus nouilles finalement que les Espagnols, donc je pense qu'on devrait pouvoir y arriver.
J'aime bien le terme, beaucoup plus nouille. Voilà. Paul Le Guernic, on entend beaucoup parler de l'uniforme à l'école. Hein. C'est un sujet qui arrive depuis quelques jours avec ces problèmes d'abaya et de camille, ces tenues. Alors, que l'on dit religieuses, il y a un débat sur la question. Est-ce que vous, par exemple, à Pontivy, vous seriez partant pour dire, voilà, il faut expérimenter l'uniforme à l'école ? Alors, moi, de manière générale, je pense que ce qu'il serait intéressant de faire concernant les écoles, c'est d'avoir beaucoup plus de liberté éducative et donc d'indépendance pour les écoles. Ça me semble fondamental. À Pontivy, entre les écoles de l'enseignement catholique, école d'Iwan et surtout les écoles publiques, il doit y avoir, 10 ou 12 écoles. Donc, il pourrait y avoir des systèmes différents. Donc, je pense que c'est plus avoir une gestion au local au sein des écoles, avec les maîtres d'école, le directeur, en lien avec les parents, pour éventuellement faire une expérimentation. Je ne pense pas que ce soit à la puissance publique de décider d'une expérimentation uniforme, disons, de l'uniforme. Bon, à titre personnel, moi, je ne suis pas pour la généralisation de l'uniforme. Je pense qu'une école, pas forcément l'antichambre d'une caserne, hein, comme ça a été à une époque, mais je sais qu'il y a des courants d'éducation qu'ils font, comme dans les écoles Espérance Banlieue ou à l'école du Puy du Fou, ou dans certaines écoles, qu'elles soient privées ou publiques, dans différents pays. Et si ça fonctionne au local, il faut laisser les gens mettre en place ce système. Et je ne suis pas pour être dirigiste de ce point de vue-là. Voilà. Néanmoins, il faut arriver à peut-être enlever de l'espace public les signes religieux. C'est aussi peut-être ça le fond du problème. Je ne saurais pas si trancher. En fait, c'est un peu toujours le même sujet. Quand en 1905, il y a eu la loi de séparation des églises et de l'État, Aristide Briand était confronté au problème de l'interdiction de la soutane pour les prêtres. Et il avait répondu probablement que si on interdit la soutane dans l'espace public, l'ingéniosité combinée des tailleurs et des prêtres, je crois que c'est la formule, trouvera un autre habit pour contourner la loi. Donc je pense que si on commence à faire la course en disant bon, alors tel vêtement il faut l'interdire parce que c'est religieux, bon, il y aura probablement quelque chose d'autre pour remplacer et ça ne sera pas très efficace. Je pense que le problème fondamental c'est l'immigration, c'est-à-dire qu'en fait demain si on choisit de faire venir 5 ou 10 ou 15 millions de Japonais, on aura peut-être le sujet est-ce qu'il ne faut pas porter le kimono ou tel habit traditionnel. Bon, c'est plus ça, je pense, le sujet à voir. Alors justement, l'immigration aujourd'hui, on en parle aussi, c'est un grand sujet, sujet qui tout de suite glisse sur le terrain politique. On le voit ici en Bretagne avec beaucoup d'agressions d'élus d'ailleurs qui ont pris position pour accueillir des réfugiés par exemple. Est-ce que c'est un phénomène qui vous inquiète? Alors pas l'immigration mais tout ce qui est autour, c'est-à-dire ce climat délétère. Alors, il y a eu des agressions d'élus, il y a eu des attaques, ça allait très très loin, notamment donc dans le sud de la Bretagne, à Saint-Brévin, me semble-t-il. Saint-Brévin, donc oui, c'est inquiétant et extrêmement regrettable. Alors je ne sais pas, je n'ai pas forcément la profondeur historique pour me rendre compte, est-ce que c'est vraiment pire que ce qu'ont vécu des élus locaux il y a des années et des années. Je pense qu'il y a eu des situations extrêmement tendues dans l'histoire, pendant des périodes très difficiles. Donc il y a des difficultés en ce moment. De ce point de vue-là, les élus doivent être protégés au même titre que les autres citoyens et sujets de droit. Puisque il y a un maire qui est mort il y a quelques années, c'était donc à la suite d'un problème sur un dépôt sauvage, il s'est fait rouler dessus par un administré, donc c'est pas forcément lié à l'immigration. Donc voilà, il faut que les élus aient un bon niveau de sécurité, mais j'avais envie de dire comme tout le monde, comme les maîtres d'école, les pompiers et n'importe qui. Donc je pense pas qu'il faille faire de différence. Voilà, s'il y a une politique de tranquillité publique et de sécurité, elle doit être pour les élus, mais elle doit être pour tout le monde. Voilà. On voit quand même que la société française se tend, on l'a vu lors en tout cas lors de la promulgation de la loi sur la réforme des retraites et tout ce qui a précédé, on a eu des situations très tendues, on a eu beaucoup d'émeutes, on l'a vu ensuite avec le décès du jeune Naël. Est-ce qu'aujourd'hui on a une société, alors le mot ensauvagement a été beaucoup prononcé et divulgué, mais est-ce qu'on a une société aujourd'hui, moi je préfère dire, qui se durcit, qui devient plus violente peut-être? Alors, oui, donc il y a des phénomènes de violence, qu'ils soient politiques ou d'autres natures.
Mais quand on pense, sans remonter très loin, quand on songe à la société française de la fin des années 40, des années 60, où finalement il y avait l'opposition d'après-guerre, il y avait le communisme, il y avait des guerres coloniales, enfin il y a eu et puis il y a eu mai 68, enfin il y a eu des raisons d'affrontement extrêmement violents, avec des intérêts parfois étrangers aussi qui s'y mêlaient, qui me semblaient être bien plus graves et dangereux que ce que nous connaissons maintenant. Je pense que les tensions qu'il y a aujourd'hui sont liées un peu en partie au phénomène que dénonçait un peu Gérard Collomb, ministre socialiste à l'époque de Hollande, plus de partitions, effectivement des endroits qui sont sur d'autres logiques et qui acceptent moins la confrontation avec certaines formes d'ordre, mais je crois pas que sur le temps long ce soit vraiment pire que ça a été, vu les oppositions qu'il y a pu y avoir au sein de la société française, qui étaient peut-être d'une certaine façon plus divisées dans les années 50-60 qu'à présent. Alors d'un point de vue politique, hier soir, le président de la République s'est exprimé sur YouTube avec un célèbre YouTuber. Est-ce que vous avez suivi d'ailleurs son interview ? Alors non, j'avoue que non, je n'étais pas au courant. Ouais. Voilà, alors donc président de la République qui s'est exprimé vers les jeunes, c'était un petit peu le but de l'exercice. Justement aujourd'hui, la politique, on va y venir, des élections sénatoriales en vue, on a aussi les élections européennes qui vont arriver très vite, et la droite, on a l'impression qu'elle a un petit peu de mal aujourd'hui à vivre dans ce dans ce contexte politique. Est-ce que la droite peut incarner une force d'alternance ? Eh bien, vous parliez des élections sénatoriales, puisque ce sont les prochaines qui arrivent, élections un peu particulières, parce que ce sont les élus locaux qui élisent d'autres élus, mais je crois que, typiquement pour ce scrutin-là, la droite et le centre, pour la majorité sénatoriale, sont plutôt bien positionnés, puis c'est le cas aussi dans le Morbihan. Donc je pense qu'il y a une forme, il y a une forme d'alternative. Pour le Morbihan, un sénateur de droite comme Muriel Jourda, elle a travaillé et travaillera sur le prochain projet de loi sur l'immigration. Là-dessus, je pense que la droite, on va dire classique, et le centre montrent une possibilité d'alternative. Alors, est-ce qu'ils vont convaincre ? Est-ce que nous allons convaincre ? C'est encore autre chose, mais cette alternative existe. Alors il y a un risque quand même, dans les élections au suffrage universel, de débordement de la droite par son extrême droite finalement. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui inquiète les élus de droite, les sympathisants ? Je pense qu'il y a quand même une forme de permanence, c'est-à-dire qu'il y a quand même... C'est Jean-Pierre Raffarin qui dit ça, il y a quand même 45% des gens de gauche et 45% des gens de droite, et puis des gens qui hésitent un peu au milieu. Donc il y a une forme de rééquilibrage probablement, puisqu'on voit que le Rassemblement national, donc qui représente la droite nationaliste, est plutôt en train de monter, d'accord, alors que c'est pas le cas de la droite plus classique. Bon, et on voit, il y a eu ça en Italie, quand il y a des coalitions, finalement, il y a des rééquilibrages internes. Donc oui, c'est un recul par rapport à la situation qu'a connue donc la droite classique. Maintenant, au niveau local, ce sont quand même les élus, souvent en alliance centre et droite, comme c'est le cas pour la ville de Pontivy. Au niveau des exécutifs locaux, on ne voit pas pour l'instant de percée du Rassemblement national. Donc, on continue à travailler dans ce monde-là. Mais oui, c'est sûr que ça n'est plus la situation qu'il y avait il y a une vingtaine d'années, quoi. Quel regard, allez, il nous reste 3 minutes, quel regard vous portez sur l'action du gouvernement, l'action présidentielle aujourd'hui ? Eh bien, le gouvernement actuel, pour moi, les gens semblaient un peu perdus au départ avec Emmanuel Macron, qui était assez nouveau il y a 5-6 ans, en 2017 quand il est arrivé. Mais ça reste pour moi une politique de centre-gauche, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, le président de la République, il est issu du Parti socialiste, d'accord, au départ. Maintenant, il a recadré un peu sa politique. Madame Borne, qui est Premier ministre, elle était du cabinet de Ségolène Royal, donc Parti socialiste aussi. Et il faut une politique de centre-gauche, avec une majorité centre-gauche, centre-droit. Et donc, quand on fait une politique de centre-gauche, il y a des choses, de mon point de vue, on va dire centre-droit-droite, qui sont bien, et d'autres qui sont mauvaises. Donc je pense que il y a eu des choses intéressantes de fait, et il y a des choses qui sont délétères. Sur l'énergie, je pense que la fermeture de Fessenheim a été une grande erreur, d'accord. Je pense que la politique migratoire actuelle
est aussi une erreur, puisque François Héran, qui est professeur de démographie, disait que bon, il y a à peu près 400 000 entrées ou installations par an en France extra-européenne, donc c'est quand même des niveaux qui sont importants. Donc je pense que là-dessus, il y a des angles morts. Maintenant, il y a des choses qui ont été bien faites. On sent que, bon, probablement, il y a un volontarisme sur l'école qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Donc ça, c'est appréciable. Il y a certains impôts qui ont baissé. Alors, globalement, ça augmente, mais certains impôts de production ont baissé, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, il y a un bilan mitigé, mais je pense que sur les grands aspects, ça reste une politique de centre-gauche et qui n'est pas souhaitable en tout terme concernant mon point de vue. Voilà. Un tout dernier mot, allez, il nous reste 30 secondes. Il faut apaiser la vie politique. On a vu beaucoup de tumultes dans l'Assemblée nationale lors de la précédente session. Il faut apaiser. Alors, nous en avons parlé puisque les candidats au Sénat finalement font le tour des élus locaux pour chercher des voix, ce qui est bien normal. Et c'est ce qui revient un peu dans la discussion, c'est qu'au moins avec les sénateurs et les débats au Sénat, on a quelque chose de plus calme, de plus pondéré, une recherche de compromis, puisque vous savez que si le Sénat n'arrive pas à un compromis, c'est l'Assemblée nationale qui prime. Donc voilà, c'est des gens plus habitués à ça et je pense que c'est plus appréciable. Et on voit d'autant plus la différence avec le capharnaüm qui règne à l'Assemblée nationale, qui ne fait honneur à personne à mon avis, et qui ne peut pas reconnecter les électeurs de la politique. Voilà. Paul Le Guernic, adjoint au maire de Pontivy en charge de l'attractivité économique, la tranquillité publique, la sécurité et les affaires générales également, conseiller communautaire. Vous étiez avec nous ce matin en direct dans cette matinale. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup pour votre invitation Stéphane et puis à bientôt. Bretagne 5 Matin, Stéphane Hamon.